Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la suite de cette édition de 13h aux médias, une édition spéciale, comme vous l'avez compris, bousculée par les événements politiques autour de la loi immigration votée hier soir à l'Assemblée. Mais l'actualité est plus large encore et nous la suivons pour vous bien évidemment. Aujourd'hui, dans notre rubrique Côté confrères, je reçois le journaliste Anton Rouget. Dans les colonnes de Mediapart, il co-signe avec Hélène Salvi une enquête intitulée « L'affaire du sénateur Guerriau menace tout un système entre guillemets local ». Joël Guerriau, sénateur centriste de Loire-Atlantique, qui avait été mis en examen le 17 novembre dernier, soupçonné d'avoir drogué la députée MoDem Sandrine Josso dans le but de la violer. Une affaire qui avait eu alors un fort retentissement médiatique à l'époque. Il y a donc peu de temps, les deux journalistes de Mediapart révèlent aujourd'hui, il y a quelques jours, alors que l'élu était bien connu à l'échelle locale, où son fonctionnement avait déjà soulevé de nombreuses questions, sans qu'aucune alerte n'avait jusqu'alors été prise au sérieux. Et on clôt donc cette édition de 13h, juste après, avec un deuxième entretien. C'est parti pour le Côté confrères. Bonjour Anton. Bonjour. Comment ça va? Après le débat précédent sur le projet de loi immigration, c'est vrai que c'est compliqué d'enchaîner quand on voit la gravité de ce qui est en train de se passer. Là, on va aborder un fait du coup grave lui aussi. On ne compare pas les gravités. Les actualités se suivent et s'enchaînent, ne se ressemblent pas. Et vous êtes attardé avec votre collègue Hélène Salvi à Mediapart d'aller gratter un peu plus loin dans cette affaire-là. Et pourquoi avoir décidé d'aller plus loin que ce soupçon de viol? Parce que pour nous, dans ce type d'affaires, en fait, il y a, et surtout quand elles éclatent, il y a un effet révélateur. En fait, qu'on cherche à comprendre sur parfois des pratiques beaucoup plus anciennes, en fait. Et il y a eu au moment où Joël Guerriau a été donc placé en garde à vue puis mis en examen, il y a eu une réaction de l'ensemble du personnel politique de solidarité avec la victime de cette affaire, qui est une députée Sandrine Josso. Et c'est d'ailleurs la particularité de cette affaire, c'est que la victime est elle-même députée. Et on peut imaginer que dans un autre cadre, avec des rapports de force différents. Par exemple, si cette victime avait été collaboratrice ou simple salariée, peut-être qu'il n'y aurait pas eu le même mouvement de solidarité. Donc il y a eu une réaction des institutions, Gérard Larcher, président du Sénat, Édouard Philippe, qui est le président du parti Horizon, auquel était adhérent Joël Guerriau, et puis tout un tas de parlementaires de la majorité qui se sont très rapidement désolidarisés de cette pratique, de cette affaire gravissime. Mais pour nous, l'enjeu, c'était d'essayer de comprendre le contexte et l'antériorité, peut-être pas sur des faits aussi graves, mais en tout cas l'indulgence qu'avaient eu ces mêmes acteurs politiques à l'égard de Joël Guerriau sur des faits plus anciens, différents, mais qui relevaient aussi d'un rapport à l'éthique, à la probité, etc., qui est problématique. Et on revient peut-être d'ailleurs sur si je peux faire une incise, sur le plateau précédent, sur le projet de loi immigration. En fait, on parle beaucoup des renoncements du macronisme depuis 2017, alors notamment... qu'il voulait moraliser la politique depuis le départ. Voilà, exactement. En fait, on se rend compte à travers ce type d'affaires-là que c'est un renoncement en fait total, pas simplement idéologique. Par exemple, sur ces accointances aujourd'hui qui sont clairement matérialisées avec l'extrême droite et on se retrouve quand même dans une situation où Emmanuel Macron, élu 2 fois face à Marine Le Pen, eh bien vote maintenant avec le Rassemblement national pour faire passer des mesures emblématiques de l'extrême droite française. Mais on voit aussi sur un autre volet, et c'est là où il y a une imbrication, qu'il y a aussi un renoncement du point de vue du rapport à l'éthique et à la probité, parce que la politique, ce sont certes des rapports de force, mais aussi des incarnations avec des responsables publics qui sont élus, qui sont titulaires de mandats publics à l'Assemblée ou au Sénat, et qui ont un rapport parfois diamétralement opposé avec les raisons pour lesquelles ils sont en responsabilité. Et on lit dans votre article que c'est une députée macroniste qui libère sa propre parole dans un fil Telegram interne, du coup, pas public, qui fait remonter à la surface ce qui se savait sur le député Guerriau, le sénateur Guerriau, pardon. Elle dénonce la passivité chez Horizon, le groupe, le parti dans lequel il fait partie à ce moment-là, mais plus largement de ce qu'elle qualifie, elle parle d'un système. C'est quoi ce système? Ça veut dire quoi? Clairement, en fait, on se rend compte à travers cette affaire que Joël Guerriau, c'est un sénateur depuis 2011, mais il est maire de sa commune depuis Saint-Sébastien-sur-Loire depuis 1995. Oui. Et en fait, au fil des ans, il a mis en place un système familial, une baronnie,
tel qu'il en existe plusieurs en France. C'est pas une particularité à Saint-Sébastien-sur-Loire, mais là encore, en fait, qui s'est développé pendant des décennies et surtout qui s'est complètement réajusté à l'arrivée du macronisme. C'est-à-dire que Joël Guerriau, eh bien, c'est un baron, à la tête d'une baronnie de centre droit en Loire-Atlantique. Et à partir de 2017, il va réussir en fait à prendre la main, y compris sur l'émergence du macronisme avec des figures de la société civile, etc., et continuer à développer et à imposer son système. Donc les ressorts, c'est un contrôle omniscient à la fois de sa municipalité, mais aussi des différentes nominations et investitures pour les différentes élections. Mais c'est aussi un système familial qui repose sur le mélange des genres. C'est-à-dire que prime au même moment des intérêts politiques et des intérêts personnels et parfois financiers. Donc on va avoir, par exemple, une succession d'emplois familiaux au Sénat. Donc son épouse, qui a été sous son nom de jeune fille employée jusqu'en 2015, donc de 2011 à 2015 au Sénat. Personne ne savait que c'était son épouse. Et à partir du 1er juin 2015, quand les lois de moralisation issues de l'affaire Cahuzac sont mises en œuvre et que chaque parlementaire doit déclarer publiquement son staff, son équipe, eh bien, elle démissionne et elle va aller être embauchée chez un sénateur socialiste de Mayotte, lequel va envoyer à Joël Guerriau son propre collaborateur. C'est un échange de collaborateurs. Une forme d'échange de collaborateurs, de manière à ce que le public, en fait, quand il consulte enfin et quand il peut enfin accéder aux informations publiques sur les équipes parlementaires à partir des déclarations d'intérêt qui sont en ligne et qu'on peut, tout un chacun peut consulter sur le site de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, eh bien, en fait, ne voit pas que l'épouse de Joël Guerriau est employée au Sénat. À partir de 2017, il va embaucher également toujours au Sénat dans son staff, son propre neveu, qui est aussi adjoint de sa municipalité de Saint-Sébastien-sur-Loire. Et donc, on se rend compte qu'en fait, le fil de sa carrière politique, mais c'est là encore un trait commun en fait à ces systèmes de baronnie locale, souvent avec en plus des cumuls de mandats, on est maire, on est sénateur au même moment, etc., en fait, permet à sa famille, à son cercle familial et à son entourage, en fait, de vivre de la politique. Et premier cercle est interdit, second cercle aussi finalement, alors qu'il n'est pas interdit, mais il a aussi fait interagir des personnes. Je crois me souvenir que dans votre article, vous parlez à un moment donné d'une affaire de rachat de livres, puisqu'il écrit aussi, il est manifestement très actif, ce monsieur. Dans ce système de mélange des genres, en fait, oui, on se rend compte que c'est, par exemple, quand il était maire, en fait, il faisait racheter le stock restant il écrit des livres pour enfants, en fait, depuis des années, et donc il lui restait un stock sur les bras, et donc plutôt que d'envoyer au pilon ces livres-là, il les a fait racheter par sa propre municipalité. On se rend compte aussi qu'il fait par exemple des voyages payés par une entreprise et qu'ensuite, en mars 2015 et que quelques mois plus tard, au Sénat, il pose des questions écrites pour défendre les intérêts de cette même entreprise. Voilà, donc on a toutes les composantes en fait d'un élu qui est en fait en permanence au milieu d'un mélange des genres, à la fois familial et d'intérêt personnel. Ces exemples-là, est-ce que la suite de votre article qui est sorti d'il y a 2 semaines environ, est-ce qu'il y a eu des répercussions? Est-ce qu'il y a eu, parce qu'on pourrait imaginer qu'il puisse être poursuivi pour détournement de fonds publics, par exemple, quand on fait racheter par de l'argent public ses propres productions privées. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait se passer sur ce plan-là? Mais ce qui est très curieux, en fait, c'est qu'on a amassé des informations qui étaient contenues, par exemple, dans des rapports de la Chambre régionale des comptes. C'était donc connu. Voilà, qui étaient, en fait, pour certaines d'entre elles, plus confidentielles, mais il y avait un certain nombre de faits qui avaient déjà été révélés. C'est d'ailleurs pour ça que cette députée macroniste dit dans la boucle Telegram, en fait, du mouvement, en fait, c'est un système dont tout le monde était au courant. Mais jusqu'à l'affaire Guerriau et jusqu'à ce qui a été vraiment jugé scandaleux, et à juste titre, parce que c'est vraiment gravissime, avec des soupçons de soumission chimique. Donc on est sur quelque chose, évidemment, d'un autre registre, mais il y a eu une volonté des différentes institutions et des responsables du mouvement de détourner le regard de ce système-là et donc là de renoncer clairement à ce qui a été le programme finalement de la Macronie à partir de 2017 pour pas affronter
un baron local et plutôt l'intégrer au niveau dispositif gouvernemental et de la majorité au sens large. Justement, là, c'est un peu ma dernière question presque. Qu'est-ce que ça dit finalement de découvrir tout cela? Et vous l'avez dit au tout début, ce n'est pas original, si je puis dire, dans notre pays, même peut-être dans nos pays voisins aussi. C'est peut-être ces magouilles, pour dire un peu ça vulgairement. Qu'est-ce que ça dit d'un élu de la République aujourd'hui dans ce cadre où on est censé moraliser, hein, c'est la promesse de campagne de 2017, même de 2022 en renouvellement, de ce système politique français? Est-ce qu'on est peut-être sur le point de trouver d'autres personnalités de ce genre, d'autres pratiques? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les cas s'accumulent en Macronie. Et encore une fois, moi, je le mets vraiment sur le même plan qu'un effondrement moral, idéologique, politique et quasiment institutionnel. Je pense qu'on commence, quand on voit ce type d'affaires-là, en fait, on se dit qu'il y a quand même des composantes d'une forme de crise de régime, y compris dans le rapport à l'éthique des élites politiques, qui est quand même extrêmement inquiétant. En disant ça, je généralise pas, je mets simplement en miroir en fait des promesses d'un nouveau monde qui ont permis l'émergence et l'élection d'Emmanuel Macron, avec les pratiques politiques d'un certain nombre de ses dirigeants. Et on se rend compte que les institutions, en fait, elles sont pas en capacité et elles ne souhaitent pas en fait réguler ce type de pratique-là. Là, elles le font et elles l'ont fait parce qu'on est face à quelque chose qui est tellement grave et encore une fois qui concerne comme victime une députée de la majorité. Je suis vraiment pas certain que les réactions auraient été identiques avec un autre profil de victime. Eh bien, là, on est au bout du processus qui oblige les institutions, les partis politiques, les camarades de parti à réagir parce que là, ça devient à ce niveau-là intolérable, ça déborde. Mais par contre, tout ce qui est du système de baronnie et de privation démocratique, réellement, parce que la conséquence, c'est ça. C'est l'éloignement du pouvoir, c'est ça crée des parlementaires hors sol qui sont ensuite en capacité de déployer et de faire ce type de choix politique-là. Eh bien, voilà, en fait, pour moi, c'est un révélateur extrêmement important de ça. Et sur la question de l'éthique et de la probité, on a vu une bascule qui est absolument renversante. Emmanuel Macron est l'enfant et le produit de l'affaire Fillon. Sans l'affaire Fillon, il n'aurait jamais été élu. Les premières lois qu'il fait voter en 2017, ce sont des lois de confiance et de moralisation de la vie publique. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des ministres qui sont en activité devant les tribunaux. On se retrouve avec des parlementaires qui sont multi-mis en examen, qui sont toujours en responsabilité. On se retrouve avec une partie du sarkozysme qui est recyclée au sein de la Macronie. Et le cas, par exemple, de Gérald Darmanin est extrêmement intéressant à analyser de ce point de vue-là. Et donc, on voit à travers la question de la probité et donc du rapport en fait de confiance avec les électeurs, à quel point le macronisme a basculé en quelques années. En tout cas, c'est très intéressant. Merci Antoine Rouget d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci à vous. D'avoir répondu à nos questions. Je rappelle du coup qu'on peut retrouver en ligne sur mediapart.fr l'affaire du sénateur Guerriau. C'est le titre de l'enquête. Menace tout un système local co-signé par Hélène Salvi. Donc toujours en ligne, évidemment. À bientôt. Merci.